Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, un budget traduit une vision politique. Il exprime une certaine philosophie de l'action publique qui guide ceux que les Français ont choisis pour présider à leur destinée. Mon intention ne sera pas cet après-midi, au nom du groupe RDSE, de rentrer dans le détail de la mission outre-mer. Je pense que beaucoup de mes collègues l'ont fait et le feront après moi. Nous disposons de rapports d'ailleurs très complets sur le sujet. Mon intention, non, est vraiment de porter le débat sur la méthode qui reste, de mon point de vue, de notre point de vue, une des clés de l'action publique. Ce premier budget de la mission outre-mer, défendu par vous, Madame la Ministre, préserve l'essentiel, mais ne va pas au-delà. Ancien président de collectivité, je sais aussi que rien ne se fait du jour au lendemain. Comme l'a dit mon collègue Michel Magras en commission, c'est l'amorçage budgétaire du quinquennat. Et je rejoins de nombreux commentaires de collègues, la hausse annoncée de 4% n'est en fait qu'un dégonflement sincère de 2017. Je dis sincère, Madame la Ministre, car vous avez consenti un effort de sincérité budgétaire qui devra d'ailleurs être durable, et ça a été d'ailleurs noté dans le cadre de discussions en commission. Serez-vous prête par contre à faire en sorte que cet engagement puisse être durable sur toute la durée de ce mandat? J'en viens au cœur de mon propos, et je pars du constat que le budget 2018 est un budget de transition. Mon collègue Jérôme Bignon l'a à nouveau rappelé, mais qu'en est-il pour demain, qui à cette heure, je dois bien le dire, reste encore assez flou? La question centrale qui se pose aujourd'hui est celle de la vision que l'État a sur l'outre-mer. Souhaite-t-il, et je le dis également pour les élus qui siègent dans cette instance, souhaitons-nous transformer les outre-mer? Oui, car il s'agit d'une œuvre collective, une action politique résolue en outre-mer passe par une vision claire de notre avenir. Je note avec une constance qui me gêne d'ailleurs que si les réalités ultramarines sont complexes, nous faisons toujours l'objet d'un traitement différencié par rapport à l'Hexagone. Y avez-vous vu par exemple, comme en 2009, des États généraux en Hexagone? Je ne crois pas. Le président de la République nous annonce aujourd'hui la tenue des assises dont le contour précis a été assez long à mettre en œuvre, à dessiner, mais les choses sont lancées. Il faut s'en féliciter. En posant comme postulat que l'outre-mer doit travailler à définir son avenir, le président de la République ne porte pas une vision sur l'outre-mer. Mais il demande à nous, ultramarins, de regarder vers la métropole et d'exprimer nos souhaits. Finalement, à défaut de vision, l'État ne demande-t-il pas à ses outre-mer de la lui livrer sur un plateau? C'est ce regard totalement inversé qui me gêne profondément aujourd'hui. Pourtant, la France a tant à apprendre de ses outre-mer. Cette absence de vision, voire même de regard sur le sens de l'action de l'État en outre-mer est encore plus flagrant quand on regarde la culture. Et c'est un exemple pour illustrer mon propos. Nous avons tous entendu votre volonté, Madame la Ministre, de faire en sorte que la Cité des Outre-mer soit une œuvre collective. Elle ne l'a peut-être pas été suffisamment, et la suppression des crédits, effectivement, laisse aujourd'hui penser que les engagements de François Hollande seront difficiles à tenir. Poursuivons sur la culture. Comment comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, au sein de l'audiovisuel public français, la disparition de la chaîne France-O soit une hypothèse de travail au sein du groupe France Télévisions, alors même que sur le plan culturel, des ponts doivent être créés entre l'outre-mer et l'Hexagone? Force est de constater que la Cité des Outre-mer, dont l'avenir est incertain, et la disparition possible de France-O, qui est une hypothèse de travail, mais une hypothèse évoquée quand même, transforme ce regard de l'Hexagone vers l'outre-mer, j'ai presque envie de dire, est en train de briser ce regard. Par ailleurs, je crois sincèrement que la politique ultramarine doit reposer sur un socle commun, également décidé par le gouvernement, tout en reconnaissant évidemment le nécessaire respect des réalités des territoires, dont certaines problématiques sont extrêmement diversifiées. Mais la méthode à nouveau employée par l'État, c'est de laisser croire que la colonne vertébrale, quelque part, du développement en outre-mer passe par des grandes consultations seulement issues de nos territoires. Seront-elles inutiles? Non, et je ne le souhaite surtout pas. Mais ma crainte profonde, c'est de créer finalement une espèce d'espoir qui, s'il n'est pas traduit budgétairement dans les années qui viennent, va créer l'effet inverse, va démotiver les territoires, démotiver les populations, et les élus auront à s'expliquer devant ces populations sur le résultat de ces consultations. Lors de la présentation de son rapport, mon collègue Michel Magras disait, après avoir auditionné le rapporteur national des assises, que le but fondamental de ces assises n'était pas tant de réitérer des préconisations déjà largement connues, que de faire émerger et soutenir une nouvelle génération d'entrepreneurs ultramarins. Je dis d'accord à 100% sur cet objectif, effectivement. Nous aurions souhaité, par contre, avoir des discussions en amont pour bien comprendre ce processus, et les présidents de collectivités que vous avez reçus, Madame la Ministre, vous l'ont également dit. Tout ce que nous disons sur ce sujet est avant tout fait pour nourrir le débat public et faire avancer les choses. Dans ce processus où manque une certaine vision des choses, il faut aussi tenir compte de ce que les collectivités ont déjà fait en matière de réflexion sur les territoires. Cette absence de vision clairement définie du côté de l'État donne aussi le sentiment, parfois de manière très insatisfaite, que toutes les actions menées le sont comme une espèce d'empilement, sans forcément cohérence, sans forcément colonne vertébrale, alors que nos territoires engagent un processus de programmation pluriannuelle pour conforter
leur développement économique. J'espère sincèrement que ces ambitions se traduiront budgétairement pour 2019, que ce soit dans l'adaptation au changement climatique ou encore le développement portuaire en outre-mer, et je sais que ce thème vous tient également à coeur, madame la ministre. Le groupe RDSE votera les crédits de la mission outre-mer, car nous savons dans quelles conditions vous les avez défendus, mais ce budget de transition, évidemment, vous engage également pour l'avenir à pouvoir traduire au niveau du résultat des assises budgétairement dans les années qui viennent, au travers du résultat des assises, des plans de convergence, des prochains contrats de développement, toute la cohérence que l'État souhaite y donner. Pour autant, si ce vote est bienveillant dans les conditions dans lesquelles vous avez défendu ce budget, il y aura évidemment un certain nombre d'amendements qui seront présentés cet après-midi, nous les étudierons avec beaucoup d'intérêt. Nous demandons à ce que l'État définisse une vision claire de ce qu'il souhaite pour les Outre-mer. Ce regard, il doit être un regard croisé, et pas seulement un regard de l'Outre-mer vers la métropole, et c'est toute la difficulté. Vous pouvez également vous appuyer, bien évidemment, sur cette Assemblée, dont sont issus des élus de territoire, mais également d'instances comme le CESE, pour définir des méthodes qui permettent une meilleure compréhension du processus. Je vous remercie. Merci.